mesdames, messieurs, merci. Merci à tous. Un grand merci pour votre participation. Merci d'avoir été présent pour cette conférence. Un grand merci à l'EHPAD de Saint-Joseph. Un grand merci à France Alzheimer, Rome et L'Oréal. Et alors, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition pour y répondre. J'espère que tout ce que nous avons dit vous sera utile. Pardon, bonne fin de journée. Pardon, non, c'était comme ça. Pardon. Oh mince. Ah oui, je crois que ça a marché. Non, alors là, non, on fait une erreur. Oui, ça nous refait comme la dernière fois. Oui, alors, il faut qu'on vous explique, mesdames et messieurs. Le problème, c'est qu'on a l'habitude de finir cette conférence en vous faisant oublier toute la conférence. Et là, je vois vos têtes, visiblement, vous ne vous rappelez plus que ça fait 1 heure qu'on est ensemble déjà. D'accord. On recommence alors. Oui, du coup, on va la faire une deuxième fois. Alors, bon, tiens, fais la présentation, moi je reprépare tout. Voilà, on y va. C'est toi qui l'ont dit ? Oui, a priori. Ok. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Stéphane et en compagnie de Jean-Baptiste, nous allons avoir le plaisir d'animer cette conférence intitulée Le mystère d'Aloïs. Alors, les objectifs de cette conférence, ça va être de comprendre de manière simple les symptômes que nous pouvons avoir lorsque l'on est atteint de maladies neurodégénératives. Comprendre les symptômes, mais également les ressentir. Se mettre le temps d'un instant dans la réalité de ce que vit une personne malade. Alors bien sûr, pour vous faire vivre ces symptômes, nous avons utilisé différentes techniques. Mais comme ils ont oublié... Alors juste pour info, il y a des personnes normalement dans la salle qui doivent se souvenir d'un mot. Est-ce que ces personnes veulent bien lever la main? Ouais, ça on l'avait fait avant la conférence, normalement, qui se rappelle d'un mot, voilà. Ok. Est-ce que vous vous rappelez encore de votre mot? Oui, oui ou non? Oui? 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 Ok, super. C'est important pour la suite. On va pouvoir démarrer, tout simplement. Alors, les maladies neurodégénératives sont, comme tout le monde le sait, des maladies qui entraînent des symptômes aphaso-apraxo-agnosomnésiques. Mais je préfère ne pas m'arrêter à ces banalités, qui sont quand même un peu connues, et rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir la place que peuvent avoir les ancrages, qu'ils soient structurels, environnementaux ou émotionnels, dans la lutte contre les dégénérescences neurofibrillaires et l'apparition des tauopathies. Stéphane, j'arrête le truc là parce que... Désolé, on avait dit simple. C'est complexe. Ah bah là, je pense que les tauopathies, tout le monde l'a pas. Non, parce que globalement, Alzheimer, par exemple, vous avez 2 écoles, plutôt l'école bêta-amyloïde, plutôt protéine tau. Oui, non, là, clairement, non, simple, vas-y, on y va simple. Non, excusez-moi, parce qu'en fait, il est victime de la malédiction de la connaissance. Vous savez, c'est cette malédiction qui, lorsque vous rencontrez pour la première fois un sachant, médecin ou autre, vous dit oui, non, mais évidemment, il y a un petit problème au niveau des plaques neurofibrillaires, bon, ça, je ne vous apprends rien, et que, vraiment, vous êtes perdu au bout de 4 termes. Donc voilà, on va éviter cette malédiction simple. Alors, la malédiction de la connaissance me fait aussi penser, quand on accompagne quelqu'un qui est malade, la maladie va faire que peut-être que la personne n'a plus accès aux mêmes connaissances qu'elle avait avant. Donc même dans la manière de discuter avec lui, de se mettre à son niveau. Oui, voilà, donc je préférais plutôt que d'énoncer du contenu théorique. Alors, comme on a déjà fait la conférence, j'ai déjà pu prendre un petit peu les questions qu'il y avait eu dans la première partie, ce qui va nous éviter d'ailleurs la salle de questions, on va gagner du temps. Stéphane, en gros, pour qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, on sait que les maladies neurodégénératives, ce qu'on appelle les MND, provoquent des TNC, troubles neurocognitifs, il y en a de diverses formes. On sait aujourd'hui qu'Alzheimer, depuis assez peu par exemple, c'est plutôt 4 sous-types d'Alzheimer. C'est une découverte plutôt récente. Et dans 33% des cas, on sait qu'un de ces sous-types, c'est la mémoire. Ce sont des problèmes mnésiques. Mais du coup, la mémoire, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Alors, la mémoire, souvent les personnes ont tendance à l'imaginer comme étant finalement le disque dur de mes connaissances. Alors la mémoire, c'est un peu plus complexe que ça, c'est à la fois le chemin qui amène à ce disque dur
et le chemin qui va permettre d'extraire des informations de ce disque dur pour le ramener. Voilà, d'une certaine manière, je me permets encore vulgariser peut-être plus, la mémoire, c'est pas forcément le container dans lequel on stocke des choses, c'est pas juste ça, mais c'est aussi le moyen d'aller dans le container. Donc, par exemple, le monte charge, ou le diable si vous avez un diable, ou à pied si vous êtes à pied. Enfin, Vous allez rechercher des informations quand on en a besoin. Voilà. Alors, la mémoire, concrètement, à quoi elle sert eh bien, c'est grâce à cette mémoire que je sais quoi dire là maintenant, parce que je me souviens du début de mon intervention et du début de ma phrase. Imaginez un moment que vous n'ayez pas cette mémoire. J'arrive à la fin de ma phrase, vous ne vous rappelez plus du début. Vous ne comprenez rien à ce que je dis. C'est également grâce à cette mémoire que je sais quoi dire là maintenant, car je sais qui je suis, pourquoi je suis là, et que j'ai accès à mes connaissances sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Oui, à savoir essayer de ressentir les symptômes des maladies neurodégénératives pour mieux les comprendre. Voilà. Et c'est également grâce à cette mémoire que je connais certains codes vestimentaires, et vous avez vu, j'en ai mis mon beau costume. Voilà. On a fait un petit effort vestimentaire, certains auraient pu en faire un aussi. Donc finalement, votre mémoire, elle est utile tout le temps. Voilà. Donc je comprends bien le rôle de la mémoire, mais alors il y avait madame qui avait une question tout à l'heure, c'est qui dit la mémoire, comment ça se passe pour les personnes qui n'arrivent pas à retenir une information, hein, elle l'a formulé un petit peu comme ça, qui oublie tout de suite, alors que avant, prenons un cas typique, une personne qui atteint une maladie neurodégénérative, appelons-le Lucien, ou Lucienne, si c'est une femme. Pourquoi cette personne oublie? Alors qu'aussi bien avant, c'était quelqu'un qui était serveuse ou serveur dans un café, et qui était capable de retenir des tables entières de commandes. Et là, la personne oublie. Alors, quand on parle de la mémoire, nous avons en fait plusieurs mémoires. Et quand j'écoute ta question, on est sur ce qu'on appelle la mémoire primaire, que l'on appelle également la mémoire attentionnelle, que l'on appelle également la mémoire à court terme. À court terme parce qu'elle a une durée approximative de 30 secondes. C'est une mémoire que l'on a et qui nous donne la capacité, le serveur de bar, de retenir pendant 30 secondes une information. Eh bien, lorsque l'on est atteint de troubles neurocognitifs, il se peut que cette mémoire primaire, qui dure 30 secondes, dure un peu moins longtemps. Quand on dit 30 secondes, en fait, c'est une boucle. Une auto-répétition, c'est à peu près, c'est 6 fois 5 secondes. Et des fois, ça passe à 5 fois, 4 fois, 3 fois. Donc, au bout de 15 secondes, on oublie. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça une boucle phonologique. Voilà, c'est une boucle qui tourne en rond. Et à peu près, quand tout va bien, à la 6e fois, le message commence à s'altérer un petit peu. Boucle tension. On aurait un petit Alors, exemple. oui, on peut tester. On va tester avec, eh bien, madame. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Vous vous appelez Marie. Marie, si vous voulez bien. Alors, Marie, on va tester un petit peu votre mémoire, votre boucle phonologique. Alors, vous avez 4 mots que vous ne pouvez pas encore voir, mesdames et messieurs. Vous avez 4 mots ici. Il va falloir les mémoriser. Alors, vous voyez que le 4e n'y est pas tout à fait, puisque le 4e, c'est votre prénom. Donc, je vais simplement vous demander de bien vouloir l'écrire. Voilà. Donc, vous m'écrivez votre prénom dans l'espace qui est ici, en grand. Très bien, Marie. Vous avez, hop là, juste ici. Alors maintenant, Marie, je vous demandais de mémoriser totalement les 4 mots. Alors vous pouvez vous apercevoir qu'ils sont numérotés dans l'ordre inverse. Le 1 étant votre prénom, étant le plus bas. D'accord? On peut se mettre un petit peu à la lumière, Marie. Regardez, approchez, vous allez simplement observer ces 4 mots. Alors, oui, j'attire votre attention sur le fait que sur celui-là, vous voyez qu'il y a un petit problème au niveau... il manque quelque chose, hein, là, le E, hein, il manque un petit... Voilà. Vous les mémorisez dès que vous avez totalement mémorisé ces mots, Marie. Je vous demanderai de bien vouloir fermer les yeux. Ça nous indiquera à tous que vous avez mémorisé. Là, c'est très très bien, il faut mémoriser. Hein. Puis je ne veux pas du tout accaparer votre cerveau en vous parlant sans arrêt depuis tout à l'heure, depuis que vous essayez de mémoriser. Hein. Ça n'est pas du tout... Oui. Ah, tu veux dire que parler aux gens qui essayent de mémoriser quelque chose a tendance à créer de la confusion? C'est ça. Non. J'aurais pas cru, hein.
j'arrête de lui parler, quoi. Je lui parle plus. Ah, tu veux dire que le brouhaha, même autour, a tendance à créer de la confusion? Non. Alors vous fermez les yeux, vous vous grattez le nez. Vous avez les mots en tête? Oui. Alors venez me voir. Alors, Est-ce que vous vous rappelez la mémoire à court terme, la durée approximative? Oui. Combien de temps? 30 secondes. 30 secondes. C'est pour ça que si nous voulons vraiment tester votre mémoire primaire, Jean-Baptiste, il est temps de la tester. Parce que bientôt, on aura passé les 30 secondes. encore un petit coup sur le 1 et le 2. Hein. C'est bon, le 1 et le 2, vous l'avez encore? C'est bon? Allez. Alors, Marie, quel était le mot en numéro 1? Je vous rappelle, Ah. Marie, numéro 1, c'est le mot qui était tout en bas. Je vous donne un indice, c'est votre prénom. Alors, essayez de le dire bien. Marie. Marie, correct? Ok. Vous voyez, la mémoire fonctionne. Sacrée bonne mémoire, hein, Marie. Hein. Alors, on n'est pas trop sur la mémoire à court terme, vu que c'est son prénom, elle connaît quand même depuis longtemps. Alors, j'ai le petit accent là, parce que Allez, effectivement, le mot il qui y est avait un en problème numéro sur le. Le mot qui est en numéro 2. Mystère. Mystère. On a bon? Est-ce qu'il y avait un. Alors, on va voir si vous vous rappelez du détail. Il manquait quelque chose. Il manquait. Ouais, non. Il manque quoi? Il manque l'accent sur le E, c'est ça? Oui. D'accord. Ok. H. Oui. Oui. Et il y avait le E par contre à la fin Oui, du mot. non, il n'y avait pas le. Il n'y avait pas le E à la fin du mot. Non. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison. C'est ça. Oui, c'est ça. Le mot qui était en numéro 3, alors essayez de le penser peut-être en termes de matière. J'essaie de vous donner un indice. Stylo. Non, en numéro, Crâne. en numéro 3, Marie. Crâne. Alors c'est bien de penser. Un crâne, c'est quelle couleur? Vous le voyez de quelle couleur à peu près? Gris. Voilà, un peu gris-blanc, un peu nacré quoi. Blanc. Oui, C'est crâne. Crâne. Oui, c'est crâne. oui, c'est crâne, pas de problème. Et en numéro 4? Stylo. C'est-à-dire une chose avec laquelle on écrit. Stylo. C'est ça. Stylo. Stylo. Oui, non, on est bon. Non, non, on est complètement bon, Marie. On est bon, hein? Non, on est bon, hein? Stylo, crâne, mystère. Oui, oui. Non, non, mais. Non, bravo Marie. Bravo, bravo, bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Bon, voilà. Petite altération des fois de Une petite question. Parce que là, vous semblez un l'air. Vous avez l'air. Ouais, vous avez l'air un peu perdu. Oui, je suis perdue. Pourquoi vous avez perdu confiance en vous à un moment donné? Mais parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était pas les bonnes réponses. Quoi. Et pourquoi vous avez eu l'impression que ce n'était pas la bonne réponse? Parce que le monsieur, il me faisait douter. Ah, c'est ma réaction. Ah, donc c'est lui qui vous a fait douter. Vous ne doutiez pas de vous. Et est-ce que c'était de nature à vous faire vous sentir mieux, de sentir le doute vis-à-vis de vous? Ah, mais non. Non. Ah. Non, non. Mais est-ce que vous avez senti que le public était avec vous et que vous aviez bien les bons mots? Donc on est bien d'accord, c'est leur réaction également qui a fait que vous avez commencé à douter de vous. Oui. C'est important pour la suite, ça. Ah, Que oui. finalement, la personne se rend peut-être compte que ça ne va pas de par la réaction des autres. Oui. C'est peut-être ça, il faut peut-être qu'on arrête de mettre en échec les personnes qui sont pas bien. Vous attendez bien Merci là, beaucoup, Marie. le lendemain pour le montrer à Marie. Voilà. Attends, même pas moins, t'as vu, en 30 secondes, Ouais. ça peut s'altérer de plus en plus. Oui, alors c'est pour ça qu'on doit souvent constamment répéter les mêmes choses, et c'est pas du tout la faute des gens, en fait, s'ils oublient. Non. Eux, ils n'y sont pour rien. Ils sont pour rien. Ils se rendent peut-être pas compte. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais en fait, là, si je résume, donc la mémoire primaire, ça dure à peu près 30 secondes, et ça concerne les informations qu'on a entendues, enfin, ou lues plutôt. C'est les informations... C'est les informations qu'on a lues, qu'on a entendues, donc c'est la boucle phonologique, mais c'est Ouais. également les informations que l'on a pu voir. D'accord. Terme technique, calepin visio-spatial. C'est par exemple quand vous faites un puzzle. Oui, parce que moi, j'ai une petite question. Prenons notre Lucien ou Lucienne. Ce sont des personnes qui, d'un point de vue physiologique, ne sont pas sourdes. Et pourtant, des fois, on leur parle, et ces personnes n'entendent pas. Oui. Alors là, tu es sorti de la mémoire à court terme. Ouais. On est rentré dans la mémoire qui est juste avant,
qui est ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Oui, ou mémoire perceptive. Perceptive. Je vais prendre un exemple. Notre mémoire sensorielle, elle est active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et toutes les informations qui nous entourent rentrent dans cette mémoire. Par contre, afin de ne pas être submergé d'informations, il est important d'avoir ce que l'on appelle un filtre. Imaginez un peu, alors que je suis en train de vous parler, vous soyez autant attentif à ce que je dis, au bruit de votre voisin qui est en train de se gratter le nez, au bruit des voitures qui passent dehors, au coup de vent que l'on va avoir. Il se peut qu'à un moment donné, vous soyez en surcharge d'informations. Ouais, c'est un problème au niveau du thalamus, enfin des thalamies, comme on dit, ça se situe derrière ce petit truc. Oui, c'est vrai, simple, des thalamies. Et en fait, ce filtre de votre mémoire sensorielle, il peut faire 3 choses. Première chose, il peut laisser passer l'information. Je suis en train de vous parler, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Super, l'information elle passe. Ça c'est, on n'a pas de garde, et quand on veut mettre dans le container, le monte charge passe direct. C'est ça. L'information, elle peut être bloquée, ou elle peut être supprimée. Alors, la suppression de l'information, je prends un exemple de la vie de tous les jours. Soit vous habitez en pleine ville et il y a le camion poubelle qui passe à 5 h du matin. Ou vous habitez en pleine campagne et il y a les cloches de l'église juste en face de la maison. Ça, on a vu ça la semaine dernière à l'hôtel, c'était insupportable. Les deux font du bruit. Eh bien, votre mémoire sensorielle, le filtre, il va faire qu'à un moment donné, cette information va être supprimée. C'est-à-dire que le camion poubelle, on ne l'entend plus. Les cloches de l'église, on ne l'entend plus. Moi, j'ai des amis, quand ils viennent dormir à la maison, on est juste en face de l'église, ils disent, mais comment tu fais pour dormir? Elle sonne toutes les demi-heures. Je ne l'entends plus, parce que l'information est supprimée. Oui, ben, on fait quoi alors dans ce cas-là? Alors, quand l'information est supprimée, on va revenir sur l'exemple des cloches de l'église. Oui. Les cloches de l'église, tu ne les entends plus. Non. D'accord. C'est comme la personne malade, on lui parle, elle ne m'entend plus. Ou elle ne m'entend pas. Tu fais quoi pour entendre les cloches de l'église? Ah, pour entendre les... Oui, parce que la problématique, c'est que quand je suis arrivé à l'hôtel la première fois, moi j'entendais très bien les cloches de l'église, j'entendais que ça. Au bout de 2-3 jours, je les entendais plus, j'avais l'impression qu'elles ne sonnaient plus. Mais en fait, après, il y a eu un mariage. Alors là, je vais répondre à ta question, tu vas voir. Et quand il y a eu le mariage, j'ai regardé l'église. Et là, j'ai très bien entendu sonner les cloches. Donc, parce que j'y ai été attentif. Voilà, tu as entendu les cloches, tu as regardé les cloches. Ouais. Tu as ta réponse par rapport à une personne à qui tu parles et qui ne t'entend pas. Ah, d'accord. Il faut que la personne, elle me regarde. Moi, je regarde la... Non, je... Alors, la cloche, c'est pas... L'église, c'est toi. L'église, c'est toi. La personne malade et la personne qui regarde l'église. Donc, il faut que la personne malade... Ah, d'accord. C'est-à-dire que lorsque je m'adresse à une personne, il ne sert à rien de m'adresser à elle quand elle regarde complètement ailleurs. Il faut que, d'abord, je sollicite son attention, et qu'une fois que j'ai sollicité son attention, eh bien, tout simplement, j'attends qu'elle me regarde, et alors là, dans ce temps-là, je vais pouvoir lui parler. Voilà, parce que l'information va passer. Et oui. Le filtre, il ne sera pas supprimé. Ah, c'est bien fait, ça, quand même. Donc le filtre, il peut laisser passer, il peut supprimer. Mais il peut également bloquer. Ouais. La fonction de blocage. Si je reprends ton image du container, vous avez les camions qui arrivent au container, et il y a le garde qui est avancé. Alors soit il laisse passer, il fait OK, allez-y, ou alors il fait non, vous faites demi-tour, vous ne passez pas, il supprime. Blocage, il y a 2 camions qui arrivent en même temps, voire 3, voire 4. Il fait, alors attendez, ne faites pas demi-tour, passez pas tout de suite, il faut que je réfléchisse d'abord. Et je vais vous faire tous ressentir cette difficulté que l'on a de bloquer une information à travers un petit test collectif qui s'appelle le test de Stroop. Ouais. Le test de Stroop est très simple. Est-ce que tout le monde arrive à lire ce qui est noté? Super. Mais vous allez voir que c'est comme dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'institutions, quand il y a un problème de café, on s'aperçoit qu'on a un problème de filtre, et là, c'est pas du gâteau. Je vais retourner mon bloc-notes. Derrière est écrit un mot. Je vais vous demander de regarder ce mot et de ne pas le lire. Regardez-le, mais ne le lisez pas.
Qui a été capable de regarder ce mot sans le lire? Là, vous avez un exemple de la difficulté que l'on a de bloquer une information. Je ne peux pas demander à mon cerveau de bloquer la fonction lecture. Je ne peux pas regarder un mot sans le lire. Le test de Stroop, vous le connaissez peut-être. Vous allez avoir, je vous montre la première, une couleur de noté écrit avec une couleur de police différente. Et je vais vous demander à toutes et à tous de jouer le jeu et de dire, au fur et à mesure que je vais passer les feuilles, à voix haute, non pas le mot qui est écrit, mais la couleur d'écriture. Donc concrètement, si je vous montre ça, vous devez me répondre bleu. Et surtout pas rouge. Tout le monde est prêt? Vous faites à voix haute, je démarre doucement, j'accélère au fur et à mesure. Vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, rouge, vert. Vous voyez, c'est compliqué, hein? C'est pas simple. Complexe. Problème de filtre hein, dont je parlais. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont l'attention qui est un petit peu bloquée et il faut savoir être patient. C'est ça. On a une personne qui serait atteinte de maladie neurodégénérative, si la fonction de blocage est supprimée. C'est un peu ce que vous venez de ressentir pour certains. Vous savez que vous ne devez pas dire le nom de ce qui est écrit et pourtant on fait l'erreur. On persévère dans l'erreur. On sait qu'il ne faut pas le faire, mais comme la fonction de blocage est supprimée, enfin elle est altérée, on commet l'erreur quand même. On sait ce qu'il faut faire, mais on commet quand même l'erreur. Non, mais ça, c'est la difficulté à être attentif d'une manière générale. Alors là, de toute façon, tu es revenu sur la mémoire attentionnelle. Ah oui. Alors, mémoire attentionnelle, effectivement, il fallait être attentif aux mots, c'est la mémoire à court terme. Concrètement, comment fonctionne la mémoire attentionnelle? Vous vous rappelez, 30 secondes. Allez, je vous fais un tour de magie qu'on fait aux enfants, qui n'utilisent que la mémoire attentionnelle. J'aime bien faire aux enfants, vous allez voir, c'est un tour pour les enfants. Je ne veux pas boire un petit peu d'eau avant. Non, jamais d'alcool quand je vois. Alors, j'ai ici un crayon rouge. Là, vous avez le droit de dire la couleur, c'est pas comme les soupes. Et j'ai dans la poche une balle rouge. Regardez bien, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ça va disparaître. 1, 2, 3. Et le crayon a disparu. C'est fort, non? Là, c'est un tour pour les enfants, je vous l'avais dit. Alors, je vous explique vite fait le principe de la mémoire attentionnelle, c'est que je n'ai pas été clair dans mes consignes. Je vous ai dit à 3, ça va disparaître, mais je n'ai pas dit quoi allait disparaître. Ouais, et puis en plus, moi j'ai essayé de détourner votre attention en faisant des petits gestes sur le côté. Il n'y a pas besoin quand c'est normal. Alors, vous avez tous compris où était le crayon? Pendant que je fais 1, 2, 3, j'en profite simplement pour aller mettre le crayon là derrière. On recommence? Attention, à 3, ça va disparaître. 1, 2, 3, et la balle a disparu. Alors, toujours pareil, c'est une mémoire attentionnelle, c'est-à-dire que simplement, le temps que j'allais récupérer le crayon qui était juste là, j'en ai profité pour aller mettre dans ma poche la petite balle rouge. Sauf que maintenant que vous êtes attentif à la balle rouge, vous êtes le crayon partir. Mémoire attentionnelle. On est attentif à ce qui se passe d'un côté, on ne peut pas voir ce qui se passe de l'autre. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux être dans un environnement calme, pas trop avoir de stimuli d'une manière générale. On évite, voilà, exactement, d'avoir plusieurs informations qui vont arriver en même temps, parce que s'il est attentif à une information, il ne va peut-être pas prendre en considération les modifications par rapport à ce qui va se passer à côté. Par contre, cette technique, enfin cette capacité ou incapacité de la mémoire attentionnelle, nous pouvons l'utiliser lorsque nous faisons ce que l'on appelle des diversions. Des fois, les professionnels font ce qu'on appelle des diversions. Je vais prendre un exemple. On va imaginer que la personne était perturbée par le crayon rouge. Je vais porter son attention sur la balle rouge et je vais enlever le crayon rouge. C'est-à-dire que je vais enlever ce qui me dit qu'il est un peu perturbateur. Alors, c'est un exemple, hein. Encore faut-il que la balle rouge l'intéresse. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui serait atteint d'un trouble neurocognitif en disant « Regarde, j'ai une balle rouge ». Aucun intérêt. Il faut que la balle rouge, émotionnellement,
l'intéresse. Oui, c'est de la même façon inutile de parler de la pluie et du beau temps à quelqu'un qui n'était pas météorologue. Ça ne va l'intéresser que moyennement. C'est ça. Du dessin qui était en bas. Je passe dans mes souvenirs, c'est un château avec une barrière à gauche, un drapeau et deux drapeaux sur les deux. Pardon? Vous avez dit? C'est un château. un château, comme un endroit où on habite. Oui, je suis bien habité à château. Non, mais c'est là. Et est-ce que vous pouvez me dire le... Mais genre un château fort? Comme les trucs de Playmobil et tout ça, quoi, les trucs des enfants? Non, pas spécialement château fort, il n'y avait pas de rempart. Il n'y avait pas de rempart. Mais c'est un château plutôt au Moyen-Âge ou... Renaissance. Pardon? Renaissance. D'accord, comme les jouets pour enfants. Ok. Ok. Avec deux belles tours, oui. Non, et est-ce que vous pouvez me dire le dessin qui était en haut? Un biberon. un biberon? Pour téter. C'est pour téter, c'est ça? À mon avis, il n'y a pas trop d'emploi. Ah, il n'y a pas trop d'emploi. Ah oui, il y a un bon du lait. Oui, une autre chose, parce qu'on est dans un biberon. D'accord. Un biberon, un château. Un biberon et un château, on est d'accord? Oui, on est bon. Hein. On avait dit 60. Ouais, 60 bougies, non. Ça correspond à peu près. Est-ce que vous voulez bien remettre vos mains comme ça? Je vais donner un âge comme ça. Je vais remettre le micro. Bien. Et maintenant, j'aimerais que vous revisualisiez à nouveau ce gâteau, parce que je ne peux pas vous les faire partir comme ça. Et on va remettre les bougies au fur et à mesure. On va remettre la dixième. On va remettre 10 bougies, 20 bougies, 30 bougies. Le gâteau devient de plus en plus lourd. 40 bougies, 50 bougies. On remet les 60 bougies dessus. Ce qui fait que maintenant, vous avez vraiment... On est en quelle année? On est en 2021. 2021, c'est très bien, Marie. D'accord? Et regardez, donc vous voyez, vous savez qu'il y a ici le biberon, vous savez qu'il y a le château, vous le voyez, et puis d'un seul coup, on revient à la bonne année. Et vous savez exactement ce qu'il y a, vous pouvez regagner votre place. Ok. Et vous voyez, les personnes qui vont avoir un plongeon rétrograde vont peut-être évaluer aussi les événements qui les entourent de par leur regard qu'ils ont à l'âge. J'ai lu votre regard sur le biberon. On a des fois des personnes qui pensent avoir 20 ans alors qu'ils en ont 80, 90, vont avoir un regard d'une personne de 20 ans. Quand même un comportement d'une personne de 20 ans. Et encore une fois, mesdames et messieurs, on observe quelque chose, c'est que là, on a un symptôme qui a un problème peut-être dû à la mémoire, mais il y a d'autres personnes qui auraient pu se tromper, c'est-à-dire dire autre chose que ce qu'ils voyaient. Et dans ces cas-là, on en parlera peut-être plus tôt tout à l'heure de ce qu'on appelle les aphasies. Des problèmes au niveau des mots qu'on utilise. Voilà. Et donc, une chose importante à retenir, c'est que tout n'est pas une question de mémoire, ou tout n'est pas une question d'aphasie. Souvent, dans ces maladies-là, d'une manière générale, attention au diagnostic. Attention de dire la personne ne se souvient plus. Parce que pour un même symptôme, on peut avoir plusieurs causes possibles. Et là, par exemple, des fois, on pourrait se dire, bah, tiens, il y a juste quelqu'un qui est en train de baisser intellectuellement, ce que l'on appelle encore parfois de la démence, ou sous le terme de leuco-araiose, également, c'est-à-dire ça baisse. C'est ça. On peut avoir une perte aussi de ce qu'on appelle la mémoire sémantique. Les mémoires sémantiques sont du connaissance. Ah oui, oui. Si, par exemple, je ne sais pas, je vous demande, monsieur, il y a combien de jours dans la semaine? 7. Voilà, mémoire sémantique, on sait qu'il y a 7 jours dans la semaine. Et après mercredi vient, donc la mémoire sémantique permet aussi de se repérer un peu dans le temps. Si je vous demande, monsieur juste là, en histoire, 1515, Marignan. Et c'est dans quelle région de France, Marignan? C'est en Italie. C'est-à-dire que mémoire sémantique 1515 Marignan, qui s'est passé pour 1515 à Marignan, on ne sait pas, et en plus on ne sait même pas où c'est. Mais on le sait. Un petit exemple, pi égale. À quoi ça sert, pi? Et on l'utilise tous les jours. Eh oui, en fait, tiens, en parlant de pi, tu peux nous montrer un petit truc, la même chose que tu m'as fait la dernière fois à l'hôtel avec les églises. C'est parce que je vous explique que j'aime beaucoup travailler la mémoire et je suis en train d'apprendre les décimales qui sont après la virgule de pi. Ouais, je suis à peu près à 9000. Ah, qu'est-ce qui s'ennuie dans la vie? Non, mais c'est super intéressant. Pour personne, mais pour moi.
Tiens, je vais tenter quelque chose avec le monsieur qui est venu sur scène tout à l'heure. Alors pour apprendre pi, c'est pas compliqué, hein. Ils vendent le livre. Ils vendent le livre, 10 000 décimales après pi. C'est passionnant à lire. C'est... Ah, c'est des chiffres, hein. Et tout ça pour dire que, aussi bien une chose ne nous intéresse absolument pas, mais si lui, ça l'intéresse, bah, c'est peut-être intéressant de lui en parler. Voilà. Si un jour vous devez parler de quelque chose, parlez-moi de pi. Je peux en parler 3 mois. Et je précise pour monsieur, quand on parle de pi, hein, rien à voir avec le lait, les biberons et les... Non, je commence à avoir votre petit esprit. Hein. Monsieur, est-ce que je peux vous confier le livre? Parce qu'en fait, pi, comme je le connais très très bien, c'est juste pour faire un rapprochement avec le monsieur. Vous voulez bien l'ouvrir à la page 153? C'est tout en bas. Ah si, il y a plein de numéros. Mais par contre, les numéros de page sont tout en bas. Vous êtes à la page 153? Super. Première ligne. Le tout début de la première ligne. Ne dites pas à voix haute ce qu'il y a sous les yeux. Hein. Page 153, première ligne, tout en haut. Monsieur, vous pouvez me rappeler juste, alors non pas l'année, mais le jour et le mois de naissance? 1er janvier, 01. Vous pouvez me dire c'est quoi les premiers chiffres de la page 153, première ligne? 01. 01, 01. Je connais par cœur pi, je suis capable de retrouver par exemple votre date de naissance. Je ne pouvais pas savoir vous décliner le 1er janvier. Page 153, tout début on a bien 1er janvier. Non mais ça, bravo. Hein. Ça sert à rien. Ah ouais, non mais là... Ah mais... Non mais c'est hyper fort. Il faut juste pas avoir de vie sociale, et on peut le faire. Ouais, bon, voilà, alors il est bien content. Alors moi, je me sens trop nul dans ces cas-là. Non, mais c'est vrai que je suis un peu... Ah, c'est intéressant ta réflexion, ouais, parce que... Je me sens vraiment nul dans ces cas-là, quand tu fais ça. Ouais, J'ai plus de mémoire. Parce qu'en fait, si vous voulez, avec ce que je viens de faire là, je viens peut-être de faire une démonstration d'une très très grande mémoire. Et Jean-Baptiste est en train de dire qu'il se sent nul. Bah ouais. Bah non, parce que t'as un talent. Oui, mais tu vois, en fait, c'est les deux options que l'on a lorsque l'on est face à quelqu'un qui aurait plus de connaissances que nous. On a donc un différentiel au niveau des connaissances. Bien, tu vois, par rapport à ce différentiel, on peut avoir deux comportements différents. Le premier comportement serait de se sous-évaluer, de se dire « ouais, je suis vraiment trop nul, même ça, j'arrive pas à le faire ». Il peut y avoir une autre approche, une autre vision des choses, qui serait de penser que... surévaluer l'autre. Oui, oui. C'est de se dire, en fait, j'aurais préféré que tu penses ça de moi à la base. Se dire, en fait, il est trop fort. Mais quel génie! Ça aurait été mieux que toi, tu te dises, je suis trop nul. Ah oui, je suis un génie, c'est tout. D'où le fait que des personnes, des fois, quand elles ont un symptôme particulier, ne vont pas le voir si jamais elles se disent, bah, c'est juste l'autre qui est super fort aussi. Voilà, il y a des personnes qui vont peut-être ne pas se rendre compte de leur baisse au niveau cognitif, parce que pour eux tout va bien, et du coup ils vont surévaluer les compétences des autres. Ah, chez moi tout va bien, c'est juste toi qui as une très très grande mémoire. Oui. Mais moi tout va bien. Et c'est quelque chose. Je me souviens de tout. C'est quelque chose qu'on voit souvent au début de la maladie. Hein. C'est dans un premier temps, ah j'y arrive pas, ah mais je bute sur quelque chose. Et puis progressivement, ça va se transformer en machin retient tout, l'autre est super fort. Et c'est une réaction tout à fait normale du cerveau que d'essayer de se protéger au niveau psychologique. C'est ça. Donc deux choix possibles. Par rapport à pi, hein, par exemple, c'est soit effectivement Jean-Baptiste est trop nul, ou alors moi je suis trop doué. Ah oui, non, ou alors non, je suis en train de penser qu'il y a aussi une troisième possibilité. C'est que tu avais un truc, en fait. Et oui, non mais c'est ça. Mais bien sûr, mesdames et messieurs, tu vois, oui, je suis en train de penser à ça, évidemment. C'est que tu as des sortes peut-être d'oreillettes. Non, c'est mieux que des oreillettes. Non, c'est qu'il y a comme un... Non, c'est qu'il y a un miroir. C'est qu'il y a une machine à remonter que madame est allée actionner.
Voilà, madame est allée actionner une machine à remonter dans le temps, parce que vous êtes de mèche avec cette machine à remonter dans le temps, qui a créé un monde parallèle. Eh bien, toi, tu t'es mis d'accord, tu avais vu avant ce qui allait se passer avec monsieur, où c'est qu'il allait ouvrir, à quelle page, et quel était l'anniversaire. Mais bien sûr, mais tout s'explique. Vous êtes complices tous les deux, et voilà. Et des fois, les gens, eh ben, elles se disent, mais moi j'ai des troubles. Alors qu'en fait, non, hein, c'est juste le monde à côté. Évidemment, c'est toutes ces personnes, tout le personnel, hein, qui avec leur machine à remonter dans le temps, sont en train de créer des failles spatio-temporelles, mesdames et messieurs. Que là, en fait, tu es en train de confabuler. De quoi? De con? Confabuler. Confabule. Alors, Moi je confabule. Oui, la confabulation. Alors, je vous explique rapidement ce qu'est la confabulation. La confabulation est un système que notre cerveau met en place pour pallier à une incompréhension. Confabuler, c'est percevoir comme réel quelque chose de purement imaginaire. Si je te réécoute, tu as dit « je pense que », tu imagines, des oreillettes, Ouais. et du verbe « je pense que », tu es arrivé à « oui, j'en suis sûr, tu as fait ça ». Donc tu as présenté comme véridique, comme réel, quelque chose que tu as purement imaginé. La confabulation, ne pas confondre, messieurs, dames, avec ce qu'on appelle la cryptomnésie. La cryptomnésie, c'est l'inverse. Je perçois comme imaginaire Quelque chose de réel. Je prends un exemple que j'ai vécu il n'y a pas longtemps au cours d'une formation. C'est une personne qui accompagne son papa malade en Corse. Ils font un petit séjour en Corse. Le séjour se passe super bien, tout le monde s'éclate. Ils reviennent en métropole, et un mois et demi plus tard, la personne malade dit à son fils « ça serait bien si un jour on pouvait aller visiter la Corse. Je viens d'avoir une idée, si on pouvait aller en Corse, ça serait quand même super sympa. » Et en fait, ça c'est un symptôme de la cryptomnésie. Il a oublié qu'il a fait son séjour en Corse. Par contre, ça lui a laissé une empreinte émotionnelle qui fait que maintenant, il se dit, bah tiens, ça serait bien si on le faisait. Il perçoit comme imaginaire quelque chose de réel. La confabulation, percevoir comme réel quelque chose d'imaginaire. Ouais, en clair, confabuler, c'est être un menteur honnête. C'est ça. On va dire quelque chose de faux, mais on n'a pas le sentiment, on ne sait pas que c'est faux. Et être du type de cryptomnésie, c'est être un plagieur, un imitateur honnête. C'est ça. On a l'impression que l'idée vient de nous, alors que c'est comme si je te disais, bah tiens, ce soir, dès qu'on rentre, allez, on se mange des pâtes. D'accord. Et une demi-heure après, il me dit, eh tiens, Steph, j'ai eu une idée, si on se faisait des pâtes ce soir. Et en fait, l'idée vient de moi à la base. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà rencontré la cryptomnésie autour d'elles? C'est-à-dire le fait de prendre pour imaginaire quelque chose qui s'est déjà passé. Non, par contre, l'imagination, ouais, l'imagination, c'est bien. C'est vrai qu'on parle d'imagination, mais on n'est pas encore rentré dans le détail de ce qu'est l'imagination. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher juste là, devant tous les deux? On va juste se mettre là, il n'y a même pas besoin de monter sur scène. Le prénom, c'est Peggy. Alors, Peggy, on va essayer ensemble d'imaginer une situation que vous n'avez jamais vécue. Alors, ça, on ne sait pas. Je pense pas. Mais peut-être que je me trompe. Nous allons faire ensemble un voyage. Et dans ce voyage, nous avons le choix. Je vous propose d'aller soit vous êtes présent aux Jeux inauguraux du Colisée à Rome. Vous n'y étiez pas? Aux Jeux d'inauguration? Non. Ou alors, vous êtes présent pour le premier pas sur la Lune. Vous n'y étiez pas non plus? Donc on est vraiment dans l'imagination. Si vous deviez être présent à un des deux événements, lequel vous préférez? Premier pas sur la Lune. D'accord. Maintenant, pourquoi êtes-vous allé sur la Lune? Vous y êtes allé soit pour aller écouter un récital de Mozart, assez d'imagination, hein? On fait ce qu'on veut, quoi. Vous êtes allé écouter Frank Sinatra, ou alors vous êtes allé à un match de boxe de Mohamed Ali. Je vous rappelle qu'on est sur la Lune. Donc logiquement, vous écoutez Mozart, bien sûr, puisqu'on est sur la Lune. Pour aller sur la Lune écouter Mozart, vous vous habillez d'une certaine façon. Est-ce que vous y allez en costume tel Elvis Presley ou cool et décontracté comme John Lennon?
John Lennon. Vous êtes habillé comme John Lennon. Donc vous allez sur la Lune écouter un récital de Mozart et vous êtes habillé comme John Lennon. Flower On ne Power. peut pas être plus dans l'imagination. Hein. Donc vous arrivez sur la Lune, Mozart il commence son petit récital, on est en débardeur, et vous vous tournez la tête, et à côté de vous, il y a quelqu'un qui est super connu. Vous avez le choix entre Cléopâtre, Napoléon Bonaparte, Marilyn Monroe, Gandhi, Einstein. Eh oui, le choix n'est pas facile, d'autant plus que vous êtes sur la Lune en train d'écouter Mozart habillé comme John Lennon. Vous êtes avec Albert Einstein. Donc Ça. si je résume, vous allez Votre prénom Peggy Marie. sur la Lune, Très bon choix. vous écoutez Mozart. Vous êtes habillé comme John Lennon. Pourquoi vous avez fait ces choix-là? Ah, parce qu'elle a fait pareil. Oui. Pourquoi la Lune? Pourquoi Mozart? Ah, Vous pensez que ce sont des choses que vous aimeriez faire? bien. Donc vos choix ont été guidés par l'émotion. Super. Est-ce que vous venez d'imaginer cette histoire-là? Ok. C'est vous qui avez imaginé ça. J'ai fait des propositions, mais dans les propositions que je vous ai faites, vous avez fait le choix que vous vouliez. Oui. Ouais. Si on vous avait déjà fait ces propositions, il y a fort à parier que vos choix auraient été exactement les mêmes. Peut-être. Vous venez de l'inventer à l'instant, cette histoire-là? Ou on en a déjà parlé avant? Et là, ça doit commencer à vous rappeler quelque chose, mesdames et messieurs, dans les histoires rocambolesques que l'on peut entendre. On n'en a jamais parlé. Donc c'est vous qui venez d'inventer cette histoire-là, de par les items que je vous ai donnés. Mais c'est vous qui avez inventé ça. Non, mais vous avez proposé, vous avez construit l'histoire à partir, Comme vous le vouliez. et l'histoire aurait pu être tout à fait différente. Ok. Bien sûr. Je vous ai jamais parlé, avant que la conférence ne démarre, d'aller faire un voyage sur la Lune, écouter Mozart, habillé comme John Lennon et être à côté d'Einstein. Jamais. 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 Et oui, ben ça, parce qu'on va se Parce prendre que- ça pour de la confabulation. Mais Parce que vous avez l'idée du ça. Permettez juste. voilà. Ce papier, vous l'avez depuis le début? Je vais juste m'en rapprocher. Voilà. Non, parce que Je sors quand même. ce que l'on croit être de la confabulation, mesdames et messieurs, parfois c'est de la cryptomnésie. Ce papier-là ne vous parle pas? Non. Vous l'avez autour de vous depuis tout à l'heure quand même. Ah oui, mais à l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur. Ah oui, je ne voyais pas. Et on l'avait- Non, je ne vous l'ai jamais montré avant cette démarche. Non, Parce que si vous essayez de persuader les personnes de quelque chose d'autre, alors Non, là, vous avez non. la même réaction que madame. Hein. Non, écoutez pas, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Non, mais bouchez avec les vraiment équilibré. Avant que ne démarre la conférence, je lui ai montré ce papier-là pour qu'elle s'en souvienne, mais elle l'a oublié. Et c'est pas grave, elle a l'impression que l'idée vient d'elle, c'est une très belle idée. C'est super, vous avez inventé une très très belle histoire. Parce que, en fait, Apollo 11, vous l'avez autour du cou depuis tout à l'heure, pour aller écouter Mozart aussi, habillé comme John Lennon et à côté d'Albert Einstein. Mais c'est vous qui avez inventé ça. Ce papier-là n'a jamais été autour de votre cou. Jamais. Voilà la raison de cryptonie. Voilà. Elle a l'impression que l'idée vient d'elle. Mais c'est une très belle idée, hein. C'est bien. En tout cas, c'est pas Et là, par contre, vous vous rappelez pas que je vous ai montré ça avant que la conférence ne... Non, ça m'inquiète. Il y a des personnes qui doivent retenir un mot. Est-ce que ces personnes peuvent lever la main? Vous vous rappelez Je toujours ne de me votre rappelle mot? de rien. Hein. Ah, mais ça m'inquiète parce que du coup, monsieur, est-ce que vous pouvez bien monter sur scène? Et madame Danfon là-bas aussi, s'il vous plaît. Parce que là, ça m'inquiète qu'elle s'en souvienne pas. Votre prénom? Philippe. Et le prénom? Céline. Alors, Philippe, Céline, vous avez tous les deux un mot en tête. Juste oui ou non. Vous vous en rappelez? Ok. Philippe. C'était dans quel livre? Il me semble que c'était Jonathan. Jonathan. Donc Céline.
ce livre-là. Pardon, Céline, vous l'avez? Ça ne vient pas d'un livre. Ça vient pas d'un livre. C'est vous, vous l'avez choisi comme ça dans votre tête. Ok, vous ne vous rappelez pas du livre. Et par contre, le mot, vous l'avez toujours en tête. Mais le livre, non. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, tout va bien. Alors, on se laisse encore 10 minutes pour essayer vraiment d'avoir oublié le mot. Alors, il faut aller vous rasseoir, on va... Par contre, vous, tout va bien. Le livre, vous vous en rappelez, le mot, vous vous en rappelez. Ok, super. Non, le livre, non. D'accord. Non, c'est pas grave. Donc, vous avez un mot en tête. D'accord. Est-ce que vous pouvez... bah tiens, je te laisse poser la question. En fait, si mes souvenirs sont bons, c'est moi qui vous ai fait choisir le mot. Voilà. Okay. Est-ce que vous vous rappelez, sans me dire précisément quel est le mot, hein, est-ce que vous vous rappelez à peu près à quel endroit, à la ligne près, à quel endroit était le mot? Donc vers le milieu du livre, à peu près, précisément à quelle ligne? Ouais, pareil, tout au milieu, quoi. Au milieu. D'accord. Non, mais c'est pas grave. Oui, oui. Non, mais on sent que là, au niveau mnésique, et en même temps, peut-être que je suis en train de lui en demander beaucoup. Bah, en fait, peut-être que je n'ai pas été assez précis sur mes consignes. Je lui ai dit retenez le mot. D'accord. Je ne lui ai pas dit retenez tout dans le détail. Et puis. C'est de ma faute aussi. Bon, mais sinon, c'est pas un souci. Tenez, ce que je vais vous proposer, votre prénom? Philippe Marie. Je vais simplement vous demander de bien vouloir ouvrir le livre n'importe où, on va le faire dans notre monde. Regardez, vous ouvrez le livre n'importe où, Philippe Marie, c'est parfait. Donc, alors, sur ce livre, il y a des pages, je vais ouvrir une page. Philippe Marie, dites-moi, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, je vais aller confier ça à monsieur qui a des lunettes là derrière. Première ligne, deuxième ligne. Non, mais si vous voulez la cinquième ligne, je m'en moque. Hein. Je reçois deuxième. Deuxième ligne. Alors, vous voulez le premier mot de la deuxième ligne, le troisième mot, je sais pas... Le sixième. Le troisième. D'accord. Vous êtes sûr et certain. D'accord. Donc, vous allez à la page 34. Par contre, j'ai complètement oublié, vous m'avez ouvert à la page 34, donc vous ne l'avez pas ouvert du tout au début, là. Et vous m'avez dit, combien de lignes? Deuxième. Deuxième ligne, et le Troisième mot. troisième mot. Alors, attends, j'ai juste un doute. Ouais. Je vous laisse monsieur à la page 34, donc à la page qu'a donné monsieur. Est-ce que le mot, vous l'avez dans votre poche? Ok, est-ce que vous voulez bien juste sortir le mot, parce que des fois, les personnes, elles oublient leur mot et... D'accord. Et vous avez écrit ce mot-là. Alors, je n'ouvrais pas ton nom. Est-ce qu'on peut savoir quelle est précisément à la page 34 que monsieur a choisi, quelle est à la deuxième ligne le troisième mot? Pardon, le mot? C'était pas maintenant. Alors, je vous explique concrètement ce qui se passe. C'est que parfois, dans notre mémoire sémantique, nous avons la connaissance, mais ça pourrait être une connaissance inconsciente. C'est-à-dire, je le sais, mais je n'ai pas conscience que je le sais. On va lui poser la question, est-ce que vous vous rappelez la ligne, le numéro de la ligne? J'en sais rien. Et le risque, c'est que plus je vais lui demander, mais si franchement, la ligne, la position du mot, je vais rajouter du stress. Et en rajoutant du stress, je vais lui donner encore moins de capacité à accéder à cette information. Mais là, monsieur a utilisé un petit peu ce qu'on appelle le calepin visuospatial. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de calepin visuospatial? Ce truc-là, vous l'avez déjà observé quand quelqu'un lit le journal, est en train de regarder un article de ce côté-ci, vous lui parlez, la personne fait comme ça, et puis quand elle revient, eh ben, c'est plus du tout où elle en était. Elle ne sait pas si c'était là où elle était une seconde avant, ou là, ou là, ou là, ou là. Elle est totalement désorientée. C'est ça. Non, c'est toujours assez troublant. Je pense, Stéphane, qu'on peut avoir aussi, il n'y a pas que des problèmes de mémoire, on a aussi des fois des hallucinations, des choses comme ça. Hein. C'est ça. Alors une hallucination, c'est pas un problème de mémoire, c'est en fait, ce qu'on appelle une hallucination, c'est que mon cerveau va percevoir des stimuli qui n'existent pas. Il n'y a rien à voir. Alors quand je parle de voir, on parle d'hallucination. Elles sont de toutes sortes. Hein. Elles peuvent être visuelles, auditives. Tu veux un petit peu Non, toujours pas d'alcool. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'une hallucination, je voudrais demander à deux personnes qui ne sont pas encore venues et qui auraient envie de venir, de lever la main. Oui, personne qui veut. Vous avez vu comme quoi on arrive à prédire. Sinon, on peut passer rapidement là-dessus, hein, Stéphane.
sur les hallucinations? Oui. Bon, tu as qu'à demander aux deux personnes qui sont là, devant. Allez, Au premier rang. venez me voir. Non, les deux. Non, celles qui sont au premier rang. Venez me voir. Monsieur. Non, mais- Bon, les personnes ne veulent pas répondre. Alors oui, C'est hallucinant. différence entre une hallucination et une illusion. Ah oui? Oui, aussi. Parce que des fois, on confond les deux. Je vous explique vite fait une illusion, ce que c'est. Si je vous demande ce que c'est, ça, c'est quoi? Un quoi? Un chat, t'as vu, c'est fou, hein? Attendez, je le fais. Qu'est-ce que vous voyez là? Ah, c'est incroyable. Ah non, ça c'est sidérant. Pardon. J'ai vraiment besoin de comprendre. Madame, ici un peu recroquevillée, qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voulez bien vous lever une petite seconde et venir me voir? Quand même. Vous voyez un chat. Tout le monde voit un chat. Ah, approchez s'il vous plaît. Je vous laisse monter par les escaliers juste là. Un chat. Non, vraiment, vous voyez un chat. Oh là là. Bon, le temps que madame nous rejoigne. Par levage de main, qui voit un chat? C'est fou, hein? Inexplicable. Parce que. Non, parce que je vous explique. C'est pas un chat, hein? Non, c'est la photo d'un chat. Ben, c'est une image de chat, c'est une photo de chat. Non, on est d'accord, c'est la photo d'un chat. Oui. Ah, j'ai eu peur. Ouais. Moi, je pensais que vous voyiez un chat. Non, parce que C'est la photo d'un chat. nous, c'est souvent courant de voir des résidents, parfois, ou des familles, qui peuvent s'absenter et aller au commerce d'à côté à l'épicerie, acheter du bonbon pour donner à manger au chat. Parce que là, il voit vraiment un chat. Alors qu'en fait, c'est un poster qui est dans leur chambre. C'est ce qu'on appelle une illusion, à l'inverse d'une hallucination. Si là, j'avais dit à madame, qu'est-ce que vous voyez là, alors qu'il n'y a rien, elle me dit, je vois un chat, c'est une hallucination. Voilà. Là, elle prend une image, elle va un peu la déformer, c'est-à-dire qu'elle a du mal à l'interpréter. On est sur l'illusion du chat. Par contre, elle pourrait être convaincue que c'est un vrai chat. Oui. Donc moi, je pourrais faire quoi? Je vais tenter de la convaincre que ce n'est pas un vrai chat, c'est la photo d'un chat. Comme on a des fois, dans des bons séjours, la personne qui dit, il faut donner des croquettes au chat, et nous, on va lui dire, ben non, c'est un poster de chat. Sauf que le cerveau, lui, il cherche toujours à trouver une réponse. Et pour justifier que c'est un vrai chat, le risque, c'est que le cerveau crée de nouveaux symptômes. Par exemple, je ne sais pas, madame, est-ce que vous voulez bien caresser le chat, s'il vous plaît? Voilà. Et dans ces cas-là, elle est capable de... Caresser le chat, Bon, elle se dit, bah, tiens, c'est formidable, je l'entends ronronner, ou ce qui se passe, c'est que ce petit chat comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, madame? Vous? de quoi? Le miaule. Le chat, non, celui-là. Non, c'est bien. Là, il miaule. Le chat miaule, oui, très bien. Oui, Bien le sûr, cerveau, en madame. fait, peut créer une hallucination auditive. Et si, je suis convaincu que c'est un chat, mais non, c'est un poster de chat. Mais si, je l'entends ronronner. Et le cerveau, pour justifier, va créer de nouveaux symptômes. Merci beaucoup, madame. Vous appelez Eric. Test de mémoire sémantique. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? Très bien. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 10? Très bien. Alors regardez, je vous confie des cartes. Vous pouvez les mélanger. Ça ne sert à rien, mais vous pouvez le faire. Et voilà un exemple de langage verbal et non verbal en disant vous pouvez les mélanger. Ça ne sert à rien. Et pourtant, elles mélangent. Intéressant d'être très clair dans ce que l'on dit. Ne les mélangez pas, ça ne sert à rien. Est-ce que vous voulez bien compter les cartes? Posez 10 cartes dans ma main gauche en les comptant une par une à voix haute. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Voilà, super. Tenez, je vous donne ça. Je récupère ça. Mettez l'autre main par-dessus. Voilà. Vous savez compter jusqu'à 10? Allez, à vous. Il sait compter jusqu'à 10. On peut l'applaudir. L'autre main par-dessus. Et maintenant, ce qui va suivre va être très très simple. Regardez-moi. Dans quelques instants, je vais simplement claquer 2 fois des doigts. Je ne le fais pas pour l'instant. Et tout ce qui va se passer entre les 2 moments où je vais claquer des doigts ne sera
qu'une hallucination. Est-ce que vous êtes prêts? Juste une hallucination quand je claque des doigts. Vous êtes prêts? Juste une hallucination quand je claque des doigts. Ça va? Vous allez bien? Alors, est-ce que vous pouvez me dire concrètement s'il s'est passé quelque chose entre les deux moments où j'ai claqué des doigts? Pardon, je ne pas compris. Retirer 3 cartes. Vous m'avez vu retirer 3 cartes? D'accord. Est-ce qu'il dit qu'il m'avait vu retirer? Est-ce que j'ai fait quelque chose entre les deux moments où j'ai claqué des doigts? Oui. J'ai fait quoi? Oui, 3 cartes sur. Alors, non, moi je peux vous garantir que. Écoutez, j'ai le chrono, il n'a pas bougé. Oui, Hein. tu vois, c'est impressionnant, hein, Jean-Baptiste. Donc, non, puis je pense que tout le monde est témoin qu'en fait, rien n'a bougé. Hein. Vous savez, m'avez vu, alors vous aussi, vous m'avez vu passer 3 cartes ou pas? Hein? En fait, ce truc-là, il a quand même un pouvoir qui est très très long. Ou alors une hallucination peut être collective. Ah oui, comme dans le cadre de l'élection du. Vous m'avez tous vu passer 3 cartes de là à là. Pourtant, j'ai pas bougé. Ouais, ouais. Je sais pas. Alors, encore une fois, évidemment, lorsque les personnes ont une hallucination, on va éviter de leur dire qu'elles ont une hallucination. Vous avez par exemple Lucien, hein, encore une fois, lui, il termine régulièrement son plat, comme cela, et puis il est persuadé que le plat est à nouveau plein. Ou l'inverse, plus grave. C'est-à-dire que le plat est plein, et d'un seul coup, il est capable de dire à Véronique, ma belle-sœur, ouais, non, mais c'est bon, je l'ai déjà mangé. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous lui dites qu'il se trompe? Ou vous lui dites que peut-être que vous lui avez ramené du rab, parce qu'il regarde, il dit non, mais là, mon assiette était vide. Moi, j'ai vu une assiette vide devant moi. Hein, où est-ce qu'on le laisse sans manger? Généralement, on va essayer de trouver une diversion, une technique, pour faire en sorte qu'il puisse manger. Et puis s'il ne mange pas cette fois-là, c'est moins grave que le fait qu'il soit confus pendant tout le reste de la journée. Par contre, j'ai quand même envie de vous apporter la preuve que je n'ai pas bougé. Oui, parce que normalement, si jamais il a bougé, il y a combien de cartes dans votre main? 13, et vous? Et pas 10, chacun, comme vous l'avez compté au début. Vous voulez bien compter les cartes une par une dans ma main à voix haute? Je précise que vous avez tout le long les mains comme ça. J'ai rien fait, hein. Je n'ai pas. C'est surprenant. Et puis, alors, est-ce que, j'étais en train de penser, parfois on peut avoir des, vous savez, des apraxies ou quelque chose comme ça. Par contre, les hallucinations ne sont pas toujours que visuelles. Hein. Les gens viennent faire une hallucination visuelle. Mais il y a des hallucinations, ah oui, des hallucinations auditives également. Auditives, tactiles. Et à ne pas confondre avec les agnosies. Non, quand on ne reconnaît pas qu'il Ouais, alors une agnosie, c'est très simple, je vais te montrer ce que c'est une agnosie. Tiens, est-ce que vous voulez bien me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Non, une agnosie. C'est assez sympa. Enfin, c'est très très fort. C'est juste là. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez? Un poste de radio. Un poste de radio. Attendez, parce qu'après tout le monde peut entendre. Vous avez vu quoi? Un poste de radio. Bon, un poste. Non, je vous montre. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, les agnosies, c'est terrible. Pardon? Vous voyez quoi, monsieur? Hein? Un poste de radio aussi, il a dit. Vous voyez un poste de radio, monsieur? C'est terrible comme maladie. Madame, vous voyez quoi? Un poste. On a perturbé tout le monde, Stéphane. Parce qu'on a une charte, hein, normalement. On est bien d'accord, ce que je tiens dans la main, c'est le dessin d'un poste de radio. C'est pas du tout un poste de radio, c'est le dessin d'un poste de radio. C'est pas un poste de radio, mais d'accord, c'est le dessin. Oui, d'accord. Non, parce qu'il y a des personnes, je me souviens de quelqu'un qui avait un poster de chat dans sa chambre, Ouais. et il était persuadé que c'était des vrais chats. Bah oui, c'est Lucien, c'est quand il t'a raconté cette anecdote en arrivant à part sur scène. Et comme depuis ton texte, il fallait lui donner à manger. Eh oui. Et donc, il achetait du ronron. Voilà. Voire il voyait en acheter.
Et moi, il fallait que je donne à manger au poster du chat. Ben, vous riez, mais ça arrive. Et je me suis exécuté de bon cœur. Et le pire, c'est que parfois, une agnosie peut être accompagnée d'hallucinations. Est-ce que vous voulez bien allumer la radio, s'il vous plaît? Oh, vous appuyez sur le bouton, allumez la radio. N'hésitez pas. Alors ça, c'est son doigt. Les boutons de la radio qui sont juste là. Voilà. Alors c'est l'autre antenne. Voilà, super. C'est comme vous voulez. Là, Vous voulez bien, monsieur. Et des fois, les gens, ils sont capables d'entendre la radio quand ils appuient sur les boutons. Vous entendez quelque chose? Non, c'est parce que je vais. Et après, c'est pareil. Il y a plus pour voir. Voilà, oui. Écoutez, hein, approchez votre oreille. Absolument. Vous entendez quelque chose ou pas? Pardon? Vous? Attendez. Michel, vous entendez quelque chose? Ah, on va juste éteindre la radio. Appuyez sur le bouton, on va éteindre la radio. Voilà, super. Vous entendez quelque chose? Pas vous. Oui, on entend une musique. Moi aussi. Juste pour. Paurossiato. Très bien, très très bien. Voilà. Ça pourrait être un défaut de prononciation. Non, ou d'éducation, des fois. Ou ça pas. va faire ça. Non, mais C'est simplement un petit souci lié à l'éducation. On n'a peut-être pas alors tous à articuler de la même façon. Alors là, essayez de le dire très vite celui-là. Très très vite. Édactant. Voilà. Ah, non, non. Ah, là vous êtes. Édactant. Ouais, voilà. Plus vite. Édactant. Voilà. Donc on le voit bien. Vous le voyez bien? C'est le mot? Édactant. Et d'attaquant. Voilà, c'est très très bien. Et d'attaquant. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Alors on va quand même se remettre. On peut l'applaudir. Voilà, je pense que je peux vous applaudir. Complètement bravo, complètement début. Hein, voilà. Est-ce que vous vous êtes senti confuse? Est-ce que vous avez la sensation que ces gens ne croyaient pas? C'est-à-dire que là, vous avez prononcé les mots. Vous avez vraiment prononcé les mots tels que vous les avez lus. Vous êtes capable de le lire. Vous êtes une jeune personne. Et est-ce que vous les avez sentis bienveillants? Si vous aviez une pathologie telle qu'une agnosie, comment vous auriez ressenti les choses? À force, j'aurais été en colère. Oui, c'est pas impossible. Bon, mais rassurez-vous, là, il y avait juste un truc. Juste là. On va tenter quelque chose d'autre. Dans quelques instants, je vous demande de fermer les yeux et je vais vous toucher à l'endroit de votre corps. Et quand vous sentez que vous êtes touché, vous levez la main comme ça. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, fermez les yeux. Et quand vous avez l'impression que je vous touche, vous levez la main. Ok, très bien. Et on va faire tout le temps la même chose. C'est simple? Super. Vous pouvez ouvrir les yeux. Tout va bien? Si vous dites qu'à aucun moment je ne vous ai touché, est-ce que vous me croyez? Non. Monsieur, est-ce que je l'ai touché à un moment? Je ne l'ai. Vous pouvez confirmer que je ne l'ai jamais touché. Alors on se sent comment? On peut l'applaudir maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons vous avoir apporté des petites connaissances. Le fait de ressentir permet également d'approfondir nos connaissances quand nous sommes professionnels, de mieux comprendre ce que peut vivre notre proche quand cette personne est malade et qu'elle vit aussi bien avec nous. Nous restons à votre disposition dans quelques instants si vous avez des questions. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
On propose également de faire ça peut être un question-réponse où c'est pas nous qui apportons les réponses. En fait. Aussi bien les gens qui posent des questions, en fait, vous avez les réponses. Cette conférence spectacle est tout simplement bluffante. La forme est intéressante parce que c'est très vivant, on se sent investi et en fait on ne voit pas le temps passer. Se retrouver à la place ou en face en tant que spectateur d'une personne qui a des troubles de la mémoire, c'est perturbant et surtout ça mène à la réflexion. Comprendre le fonctionnement de la mémoire, c'est passionnant. Après, je ne suis pas sûre d'avoir appris beaucoup de choses théoriques sur la maladie d'Alzheimer. En même temps, sur le terrain, ce n'est pas de cette théorie dont on a besoin, mais bien de l'empathie pour accompagner et entrer en relation avec les personnes qui ont des troubles neurodégénératifs. Bravo, c'était une belle expérience. Je conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'assister à cette représentation. Personnellement, je ne suis pas pour le moment concerné par la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs. Je ne suis pas un aidant ni du milieu professionnel en lien avec le prendre soin. J'ai assisté à la conférence Le Mystère d'Aloïs par simple curiosité. Eh bien, je ne suis pas déçu, car au-delà de l'accompagnement des personnes malades, j'ai compris comment fonctionnait notre cerveau et la mémoire. La question, est-ce une conférence ou un spectacle? J'ai vécu comme un spectacle pédagogique, là où les aidants verraient, je pense, une conférence ludique et interactive. Je pense que maintenant, mon regard va changer sur les personnes malades. C'est parti, ça marche, non? Ça tourne déjà? Ok, donc je suis Dominique Artémis-Gossenet, je suis le directeur de l'IFSI-IFAS d'Amboise, donc l'Institut de formation en soins infirmiers et l'Institut de formation des aides-soignants. Donc j'ai fait appel à monsieur Stéphane Molitor dans le cadre d'une conférence spectacle sur la maladie d'Alzheimer, dont le titre est Le Mystère Aloïs, pour qu'il intervienne auprès de mes étudiants en soins infirmiers de 2e année, dans le cadre d'une unité d'enseignement qui s'appelle les processus dégénératifs, et qu'il intervienne auprès des élèves aides-soignants, auprès d'un module d'enseignement qui s'appelle la gérontopsychiatrie. L'idée, c'était que mes apprenants puissent ressentir, en fin de compte, les symptômes que vivent les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, et qu'ils puissent passer, en fin de compte, de l'autre côté, se mettre à la place de la personne pour ressentir toutes les pertes en lien avec la maladie. Il a différentes méthodes comme l'illusionnisme, le mentalisme, le côté persuasif aussi, qui font qu'en fin de compte, il arrive en prenant des personnes dans le public, à nous mettre le doute et à nous laisser croire que nous sommes atteints d'une maladie neurodégénérative. Et comme il est parfaitement dans la bienveillance, il nous en sort immédiatement. À l'applaudimètre, monsieur Molitor est monté très très haut et en fin de compte, on a pu mesurer la satisfaction des apprenants. En tout cas, le pari est réussi et je suis persuadé de le faire revenir l'an prochain pour mes futures promotions. Et nous partons à la rencontre ce matin de Stéphane Molitor et de Jean-Baptiste Quenin-Blache, créateurs du concept Le Mystère d'Aloïs. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et c'est parti pour 1h30 de conférence spectacle sur scène devant une trentaine d'aidants, de soignants à l'hôpital ou en EHPAD. Stéphane Molitor et Jean-Baptiste Quenin-Blache enchaînent les petits sketchs, font participer le public pour parler d'Alzheimer autrement, mais avec humour, toujours. Les maladies neurodégénératives sont, comme tout le monde le sait, des maladies qui entraînent des symptômes aphaso-apraxo-agnosomnésiques. Stéphane, pardon, j'arrête le truc là parce qu'on... Désolé, on avait dit simple. Ouais, non, là, clairement, non, simple. Alors, pour faire simple, les deux compères invitent les spectateurs à monter sur scène pour lire un mot, par exemple, qu'une illusion d'optique rend illisible. Vous regardez ce mot, quand vous l'avez mémorisé, vous vous retournez face au public et vous essayez de le prononcer le plus fort possible. Je ne vous confie pas de micro. Attention, maintenant. Tout à fait. Alors, ça, bravo. Est-ce que vous avez la sensation qu'ils se sont moqués de vous ?
Eh ben dites donc, hein, la bienveillance, merci beaucoup. Et là, vous pouvez l'applaudir et être bienveillant. Encore une fois, hein, c'est dans le regard de l'autre hein, que se jouent la plupart de ces choses-là. Pour Valérie, incapable de lire le mot « conscience » que tout le monde pourtant a vu dans le public, l'expérience est concluante. Cette accompagnante à domicile a pu, l'espace d'un instant, rentrer dans la peau d'un malade d'Alzheimer. Moi, j'avais pas la conscience d'inscrire sur le papier. Et quel mot vous avez dit du coup? Qu'est-ce que ça rendait? Rien du tout. Ce que j'ai dit, ça ne voulait rien dire. Et ça veut bien dire que la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Les personnes, en fait, mettent des syllabes, mais elles disent n'importe quoi. Et ça permet de comprendre. Enfin, on a l'impression d'être dans la peau d'une personne Alzheimer. Et c'est à nous, justement, nous, personnes non malades, de s'adapter à la personne, de ne pas s'énerver. Et de ne pas se moquer non plus. Vous voyez, essayer de les comprendre. Voilà, il faut essayer de s'adapter. Et c'est bien l'ambition de Stéphane, magicien, mentaliste, éducateur spécialisé, aider les soignants, les proches, à mieux comprendre les malades. L'idée est d'entrer le temps d'un instant dans la réalité de ce que vit une personne malade. Se mettre à sa place, hein, ressentir de manière concrète des pertes de mémoire, des hallucinations, des difficultés à parler. C'est être capable de finalement ressentir ce que ressent l'autre et de se dire, ben voilà, c'est à cause de sa maladie qu'elle est comme ça, elle n'y est pour rien, elle ne le fait pas exprès non plus, c'est pas sa faute si elle me répète 36 fois la même question. Et je vais lui réexpliquer, peut-être pour la 37e fois. Si je lui dis que ça fait la 36e fois que je te donne cette information-là, au contraire, je risque d'amener un peu plus de confusion. Ça peut aller jusqu'à de l'agitation, de l'énervement de la personne malade. Cela fait maintenant 2 ans que Jean-Baptiste et Stéphane organisent ces conférences d'utilité publique sur cette maladie qui touche en France près d'1 million de personnes. Prenez soin de vous et... Prenons soin des autres. Merci à tous. Merci beaucoup.